La présentation va porter sur du matériel généralement peu étudié pour la période moderne, les chaussures. Et dans le cas de la collection de Dieppe, la recherche s'est concentrée sur les éléments de semelage, puisque comme vous le verrez en visitant l'exposition, les chaussures qui ont été retrouvées à Dieppe ne sont pas complètes et que sur l'ensemble des éléments, 80% de la collection est représentée par des éléments de semelage. Donc ma communication va se faire en 3 temps. Je vais apporter quelques petites précisions sur le contexte de découverte qui a déjà été largement exposé, qui vient d'être largement exposé. Ensuite, je parlerai du matériau, technique de fabrication, espèces mises en œuvre. Et ensuite, quelles sont les informations que l'on peut obtenir en observant la technologie, la typologie de fabrication des chaussures. Et est-ce qu'on peut obtenir des informations à partir des pointures, des usures et de l'entretien. Donc le contexte de découverte, donc les objets ont été découverts dans les relais de la tour nord et au tout début des travaux de terrassement, les premiers artefacts qui ont été retrouvés n'ont pas été conservés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu d'enfouissement est ce que nous, on appelle un milieu humide. Donc les cuirs qui ont été exhumés contenaient de l'eau, mais ils n'ont jamais suivi de traitement de conservation depuis leur mise au jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont dessiqués, rétractés, parfois déformés, et ils sont raides et particulièrement fragiles. Donc pour résumer, donc ils ont été découverts à la base de la tour nord. Donc pour résumer, la collection est incomplète puisque tout n'a pas été conservé. Les objets sont particulièrement lacunaires. Et au moment où j'ai commencé l'étude de la collection, on n'avait pas vraiment de datation pour le contexte de découverte. Donc à partir de ces données, 2 axes d'étude ont été envisagés. Premièrement, caractériser le matériau et ensuite faire des observations sur les techniques de fabrication. Alors, caractérisation du matériau, ça revient à se demander, est-il encore possible de savoir comment le matériau a été fabriqué et à partir de quelle espèce? Parce que si tout cuir est un produit dérivé d'une dépouille animale, toute dépouille animale transformée n'est pas du cuir. En fonction des matériaux utilisés et des techniques mises en œuvre, à partir d'une même dépouille, l'artisan peut obtenir 5 produits différents. Peuvent être introduits dans la peau des composés qui sont appelés tanins. Et vous pouvez voir, on a 3 grandes familles de tanins. Tout d'abord, les huiles et les graisses qui réagissent de la même façon. Ensuite, l'anin, qui est un minéral. Et enfin, le thym, ici, qui désigne tous les composés végétaux. Donc, en fonction... En fonction des produits qui vont être introduits dans la peau, vous voyez qu'on peut obtenir du parchemin, de la fourrure, du cuir mégi ou cuir blanc, c'est synonyme, cuir chamoisé ou peau chamoisée, ou du cuir tanné. Pour le cuir tanné, on va faire une distinction en fonction de l'épaisseur de la peau. Peau fine, peau épaisse. Les peaux fines, c'est jusqu'à 3 mm, les peaux épaisses, c'est au-dessus de 3 mm. Dans les peaux épaisses, on va être obligé d'introduire beaucoup de tanins pour pouvoir les traiter, les conserver. Donc la peau prend plus de tanins, donc elle s'alourdit. C'est ce qu'on appelle les peaux lourdes. Les autres sont dénommées peaux légères. Dans la fabrication des peaux lourdes, puisqu'on introduit beaucoup de tanins,
Le tanin diffuse à travers toute l'épaisseur de la peau, et donc on a ce qu'on appelle un tannage à cœur. Pour les peaux légères, si on les plonge dans un bain de jus de tanin, on a aussi une diffusion à travers toute l'épaisseur de la peau. Donc, on obtient aussi un tannage à cœur. Mais pour les peaux légères, on peut simplement brosser les surfaces avec le tanin. Le cœur de la peau n'est pas combiné. Donc, on va les appeler des semi-tannages. Pour les autres fabrications, cuir chamoisé, cuir léger, cuir fourrure, fourrure, l'association entre la peau et le tanin est une liaison qui est très faible. Donc c'est facilement dégradé, altéré, et on considère ça également comme un semi-tannage. Toutes ces modes de fabrication vont avoir une influence pendant l'enfouissement, et la peau va réagir avec son milieu environnant. Dans les milieux semi-humides, c'est l'eau du milieu qui va être l'agent de dégradation. L'eau va s'attaquer aux liaisons entre la peau et les tanins comme l'huile, la graisse et la lin, et va rompre les liaisons. Pour le parchemin, ça va dissoudre les liaisons entre la peau. Donc, dans les milieux humides, ces matériaux, on ne va pas les retrouver. Et vous voyez que quand on a un tannage à cœur, c'est uniquement ce matériau-là que les professionnels du travail de la peau appellent du cuir. Le cuir, ça ne peut pas être autre chose. Pardon. Donc, milieu humide à Dieppe, on a du cuir tanné. Est-il encore possible de savoir si on a une peau semi-tannée ou un tannage à cœur? Là, on va faire une observation visuelle du matériau. Je vous ai dit, dans le semi-tannage, le cœur de la peau n'est pas combiné avec le tanin. Donc, ça va réagir comme le parchemin. Et ce qu'on va observer sur les objets, ça va être, sur le matériau, ça va être ce qu'on appelle un délitement, une ouverture par le milieu de l'épaisseur de la peau. Ce que l'on peut observer ici, délitement qui peut être partiel ou total. Là, on a la même pièce qui est complètement divisée. Sur la collection de Dieppe, aucun délitement. Donc là, c'est sûr, on a du cuir. Maintenant, de quelle espèce animale s'agit-il? Pour déterminer les espèces animales, on va regarder la surface de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mammifère a sa toison, qui se manifeste par la disposition des poils à la surface de la peau. Pendant le tannage, les poils sont éliminés, mais reste à la surface toute une série de petites perforations. Donc on va regarder premièrement les diamètres des perforations et deuxièmement les schémas de répartition. En comparant un exemplaire inconnu avec des espèces référencées, ça match. Donc on peut faire l'identification. Alors ça c'est très bien sur le papier, sauf que les objets en cuir découverts dans des structures urbaines ont tous été portés, sont usés, ce qui se manifeste sur le cuir par une abrasion de la surface grain qui porte les empreintes du feu. Donc quand cette surface est usée, on ne peut plus faire l'identification. Ainsi, à Dieppe, on a 29 ensembles de chaussures, seules 5 identifications, toutes sont du bovidé. Ensuite, passons maintenant aux chaussures. Donc, je vous ai dit, on a 29 ensembles qui ont été identifiés. Sur ces 29 ensembles, on a 3 éléments de dessus qui, malheureusement, sont trop partiels pour pouvoir identifier l'appartenance typologique. Ici, en haut,
vous avez l'élément de dessus le mieux conservé. La seule chose qu'on puisse remarquer ici, c'est cette petite incurvation. Donc la recherche s'est concentrée sur les semelages en identifiant premièrement les techniques de fabrication. Toutes les semelles premières de Dieppe sont cousues de la même façon. La semelle première dans une chaussure, c'est celle sur laquelle repose le pied. Vous pouvez voir ici la semelle première la plus complète, vue du revers. On voit que l'on a une couture qui part du bord ici pour ressortir sur le milieu de la tranche. Vu en coupe, ça correspond à ce montage-là. On a la semelle première, la tige et une petite bande ici qui s'appelle la trépointe. Cette technique de fabrication Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Les études sur du matériel découvert en Europe ont montré qu'on a une corrélation entre la technique de fabrication et la période de production. Et on a une évolution à peu près identique sur toute l'Europe. Cette technique de fabrication, ici, se met en place dans le courant du XVIe siècle. Ensuite, on a là la trépointe. Vous allez avoir différentes techniques pour la coudre avec la semelle d'usure. La semelle d'usure étant celle en contact avec le sol. À Dieppe, deux techniques ont été identifiées. Vous avez la première ici, vous avez la trépointe qui est simplement plaquée sur la semelle d'usure et vous avez une couture de part en part. Ou alors vous avez la trépointe qui est entourée pour faire ce que l'on appelle une enveloppe. Elle est maintenue en place par une corde de tension et ensuite le tout est cousu. Et là vous avez une des enveloppes qui a été découverte à Dieppe. À partir du moment au XVIe siècle où les chaussures ont deux semelles, on peut en mettre éventuellement trois, mais surtout on peut rapporter quelque chose sous la semelle, le talon. Le talon apparaît dans le courant du XVIe siècle. Ce n'est pas possible avant. Le talon peut être fait de deux manières. Soit vous avez un talon en bois qui est enrobé dans une enveloppe en cuir ou en textile, soit vous avez le talon qui est fait de différentes petites lamelles de cuir qui sont fichées sous la semelle. Les deux sont présents à Dieppe. On n'a pas de talon en bois, mais on a ceci. Ceci, c'est le reste d'une enveloppe en cuir entourant un talon. Vous avez ici le montage. Là, vous avez l'enveloppe avec le talon ici. Vous avez le montage, c'est cousu sur le dessus. Et vous voyez, une fois que le talon est mis en place, vous avez la semelle d'usure qui vient, qui est cousue ici, et qui viendra compléter la gorge du talon. C'est tout à fait le montage que l'on trouve sur cette chaussure qui a été découverte à Paris sur le site rue du Cardinal Lemoine, dans un contexte daté du début du XVIIe siècle. Ce que l'on peut voir sur l'enveloppe de Dieppe, ici, bon, c'est pas vraiment évident, mais bon. Ici vous avez une couture. Les enveloppes pouvaient être faites soit d'une seule pièce ici quand on avait un arrière de talon droit, soit avec une couture quand on a un talon profilé, talon bobine, ce qui correspond à la couture que l'on observe sur l'exemplaire du cardinal Lemoine. La pièce de Dieppe correspond à cette partie-là. Deuxième type de fabrication des talons, les talons avec les plaques de cuir qui sont clouées sous la semelle. À Dieppe, c'est fabriqué autrement. À Dieppe,
on a les 3 talons de Dieppe sont montés exactement de la même façon. À Dieppe, vous avez les plaques de cuir qui sont clouées sous la semelle première. Et ensuite, vous avez la semelle d'usure qui vient, qui les recouvre ici et qui vient se ficher. En fait, le talon est pris comme dans un sandwich. Dieppe est la première collection où j'ai observé ce montage en France. Et ce montage est peu commun. On le trouve sur des collections archéologiques à Dordrecht, en Hollande, pour des collections datées du XVIIe siècle. C'est également référencé sur certaines des chaussures trouvées sur l'épave du Vazin, qui a coulé en 1628. C'est identifié aussi sur la paire de chaussures portée par la reine Christine, datée de 1628. Et le petit scoop que j'avais annoncé hier, je viens de l'identifier sur une collection découverte à Toul. Vous voyez, ici vous avez la semelle première, la semelle d'usure, et là vous avez une petite lamelle de talon. Alors, la collection de Toul est encore en cours d'étude, donc la datation du contexte va peut-être encore évoluer. Pour l'instant, il est daté fin 17e. Et ce qui paraît très intéressant ici, c'est que les chaussures de cette époque sont peu connues, mais là, on a vraiment un faisceau d'indices montrant qu'apparemment, au XVIIe siècle, on aurait une technique de fabrication particulière pour les talons. Une fois qu'on a identifié les techniques de fabrication, j'ai un problème. Bon. Une fois qu'on a identifié les techniques de fabrication, on regarde le profil des semelles. Donc, profil de la semelle première. Oui, mais j'ai des problèmes techniques. Alors, profil de la semelle première, ici. Vous voyez, identique à ce qu'on retrouve sur la chaussure de la reine Christine 1628. Le profil de la semelle d'usure est très intéressant avec ici ce petit creux, vous voyez, que l'on retrouve sur la chaussure provenant du site du cardinal Lemoine, que l'on retrouve aussi sur une chaussure conservée dans le musée de Stockholm, les chaussures datées de 1610. Donc vous voyez, on a tous les... Et également, on la retrouve ici, sur cette peinture, peinte par Rubens en 1610. Maintenant, les pointures et les usures. Alors, les pointures, la pointure ne peut être calculée qu'à partir de la semelle première. Je vous ai dit qu'à Dieppe, on a eu de la dessiccation, du retrait. Donc, on ne peut plus faire de calcul de détermination fine de la pointure de la semelle première. Par contre, sa relative petite taille actuelle laisse penser que ça aurait été destiné à un adolescent. Ensuite, au niveau des réparations, toutes les chaussures de Dieppe ont été portées, sont usées, ont été réparées. Vous voyez ici, ça a été réparé carrément en éliminant la partie usagée et en remettant une pièce neuve. Les réparations ont été faites avec des gros points, ce qui laisse envisager un travail fait très rapidement, probablement pour une population qui n'avait pas vraiment les moyens d'investir dans des réparations de très très bonne qualité. Alors pour conclure,
Alors, les collections modernes de chaussures n'ont pas fait l'objet jusqu'à présent d'études aussi fines que ce qui a été réalisé sur les collections médiévales et les collections romaines. On a encore beaucoup de données à collecter et à mettre à jour. Et les fragments de cuir mis au jour à Dieppe semblent au premier abord porteurs de peu d'informations. Je viens de vous illustrer ce que l'on peut observer. Et les talons de cuir, pour moi, forment aujourd'hui une collection de références parce qu'avec l'ensemble des données collectées sur cette zone de remplissage, avec les informations provenant des études des autres spécialistes, ça donne une datation vraiment très serrée. Et pour moi, ces chaussures ont été réalisées au tout début du XVIIe siècle.